Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. De retour également à la demande générale, Ray McGovern, ancien officier de la CIA pendant 27 ans, qui a présidé les estimations nationales du renseignement et préparé le brief quotidien du président. C'est un plaisir de vous retrouver, Ray. Vous avez voyagé à travers l'Europe, en particulier en Allemagne, pour parler de vos préoccupations et de vos avertissements. Je pense qu'un bon point de départ serait de savoir ce que vous avez appris lors de ce voyage, en discutant avec des Européens, puisque vous vous concentrez sur ce continent depuis de nombreuses décennies, la Russie, l'Union soviétique et l'Europe. Quelle a été la principale leçon à retenir? Qu'avez-vous appris sur les sentiments en Europe et peut-être sur l'empressement ou la préparation à la guerre? Comment analysez-vous la situation en ce moment? Eh bien, la chose la plus importante que j'ai apprise, Glenn, c'est de faire attention où je mets les pieds. La raison de mon apparence peu flatteuse aujourd'hui, c'est que je n'ai pas fait attention et je suis tombé, heureusement sur la tête, parce que je suis irlandais, donc je n'ai rien cassé. Et je peux parler sans problème, mais il faudra excuser mon apparence. Voilà donc la leçon la plus marquante que j'ai retenue. Plus sérieusement, Elizabeth Murray, l'une de nos membres des professionnels du renseignement pour la raison, qui est spécialisée au Moyen-Orient et parle couramment l'arabe, l'allemand et l'espagnol, et moi-même avons fait cette tournée de 2 semaines en Allemagne. Ensuite, nous sommes allés en Norvège et aussi à Londres. C'est une Europe très très différente. Je veux dire, mon Dieu, au risque de trahir mon âge, mes 3 premiers mois en Europe se sont passés avec quelques collègues d'université, 3 d'entre eux en 1959. Et puis, vous savez, avançons rapidement jusqu'à ma spécialisation sur la Russie. En fait, j'étais l'officier national du renseignement pour l'Europe dans les années 70, avant de présenter le briefing quotidien du président en tête-à-tête pendant le premier mandat de Reagan. Donc, je connais assez bien l'Europe. Mais malgré cela, j'ai été très troublé par ce que j'ai entendu en Allemagne, où les médias sont pires que ceux des États-Unis, noircissant la Russie, affublant Poutine de cornes de diable et ne donnant pas vraiment de sens à la façon dont ils souhaitent avancer. C'est ce que j'appelle la coalition des cerveaux morts, Merz, Scholz et Macron. Je veux dire, la russophobie transpire des 3. Et je ne sais pas exactement à quel point ils sont stupides ou à quel point ils pensent être malins en exagérant cette menace russe. Parce qu'au bout du compte, s'ils pensent pouvoir remplacer les États-Unis dans le soutien à l'Ukraine pour l'aider à faire face à la Russie, pour l'aider à éviter une défaite totale face à la Russie, ils rêvent. Ce sont la coalition des cerveaux morts. Donc tout cela n'a pas beaucoup de sens pour moi. Je pensais bien connaître l'Europe, et je pense que c'est toujours le cas, mais je suis déconcerté par ces soi-disant, enfin j'allais les appeler des dirigeants, mais ce sont des opportunistes qui remontent à la surface politique et règnent désormais en maître dans ces pays. Et vous savez, en ce qui concerne l'Ukraine, la vérité finira par éclater. À mon avis, les États-Unis sont sur le départ. Ils ont été très clairs. D'accord, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, si vous voulez prendre notre place, bonne chance. Vous pouvez leur fournir des armes, mais vous devez les acheter chez nous. Je veux dire, allô, tout cela est vraiment insensé. Je vais m'arrêter là. Y a-t-il d'autres choses? Eh bien oui, il y a eu une bifurcation, par exemple, en Norvège. Sur le Moyen-Orient, j'ai trouvé les Norvégiens assez raisonnables. Ils se soucient des gens. Ils se soucient du génocide. Mais en même temps, ils semblent totalement conditionnés sur l'Ukraine et les méchants Russes. Alors, comment expliquer tout cela? Je pense que les médias sont au cœur du problème.
mais il y a aussi un manque de capacité des personnes censées à émerger dans ces arrangements politiques. Il suffit de voir les clowns qui dirigent les 3 pays que j'ai mentionnés. Eh bien, je suis moi aussi un peu surpris. Il y a toujours eu une certaine dose de russophobie. Je me souviens qu'en 2014, Henry Kissinger écrivait dans le Washington Post que la diabolisation de Vladimir Poutine n'est pas une politique. C'est un alibi pour l'absence de politique. Donc en gros, nous n'avons pas de politique envers les Russes. Alors, tout ce qui ne va pas dans la relation est attribué au fait que Poutine est un homme mauvais. C'est essentiellement tout ce que nous avons. Et il y a quelque chose de frappant dans la situation similaire actuelle. Il n'y a jamais de discussion sur les griefs de la Russie, ce qui est vraiment étrange à ce stade, alors qu'on parle de paix possible. Parce que lorsqu'on parle de paix, on ne peut évoquer que ce que dans un accord de paix, les Ukrainiens voudront. Ils voudront une véritable dissuasion. Ils ont besoin de pouvoir assurer leur sécurité avec leur système de défense. Donc vous voyez, il y a des discussions sans fin, mais ceux qui sont en train de gagner la guerre, on n'a pas le droit d'en parler. Parce qu'une fois que vous discutez de ce qu'ils veulent dans un accord de paix, vous devez aussi aborder ce qui pourrait être leurs préoccupations en matière de sécurité. Et ici en Europe, cela est considéré comme de la trahison. Si vous reconnaissez leurs préoccupations en matière de sécurité, alors on considère que vous légitimez leur politique et vous êtes un traître. Et tout le monde doit en quelque sorte se conformer à ce récit du bien contre le mal. Et c'est vraiment aussi simpliste et réducteur que cela. Cela empêche également toute diplomatie. Car si vous avez affaire au mal, il ne peut y avoir ni diplomatie, ni négociation, ni compréhension mutuelle, et certainement pas de paix. Donc cette mentalité de guerre froide est vraiment... Eh bien, je ne pense pas que c'était comme ça pendant la guerre froide. Encore une fois, je suis né en 69, donc je n'ai vu que les dernières années. Mais malgré tout, il y avait un peu plus de bon sens. On pouvait discuter des préoccupations sécuritaires et des arguments de Moscou. Il n'était pas nécessaire de censurer toutes les informations venant de Russie. Tous les journalistes russes n'étaient pas des propagandistes, et toute personne qui évoquait les inquiétudes russes ici, chez nous, n'était pas un agent de la Russie. Mais d'après les déclarations de Merz et d'autres, s'agit-il simplement d'un langage musclé, ou pensez-vous qu'ils sont prêts pour la guerre? Parce qu'il ne semble pas que ce soit une guerre qu'ils puissent gagner. Eh bien, Merz est l'exemple parfait. Vous m'entendez bien? Non, je vous entends parfaitement. D'accord. Merz est l'exemple parfait de quelqu'un issu du complexe militaro-industriel. Vous savez, regardez d'où il vient. Donc le fait de tirer profit de la guerre par Rheinmetall ou Krauss-Maffei ou toutes ces entreprises allemandes qui vont essayer de participer à ce projet de char de combat européen commun maintenant. Vous savez, Krauss-Maffei, vous construisez le bas, et Rheinmetall, vous construisez le haut, et on ne se poursuivra pas en justice. On va juste gagner beaucoup d'argent. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Et bien sûr, les États-Unis vont profiter de la même manière. C'est évident que ça motive beaucoup de gens, mais Merz est, comme je l'ai dit, l'exemple parfait de ce phénomène. Je voudrais revenir un peu en arrière et montrer simplement qu'Obama, malgré tous ses défauts, et ils étaient nombreux, était au moins assez sensé pour reconnaître que les États-Unis avaient des intérêts fondamentaux et que la Russie en avait aussi, et que parfois ils étaient en opposition, d'accord. Maintenant, laissez-moi expliquer. Obama, en 2015, il y a 10 ans, d'accord, a dit « Écoutez, les Russes ont un intérêt fondamental. Ils considèrent l'Ukraine comme une menace existentielle potentielle. Pour nous, il n'y a aucune menace existentielle venant de l'Ukraine, et aucun intérêt fondamental.
Nous devons donc être vraiment prudents sur ce que nous considérons comme des intérêts fondamentaux et ne pas aller trop loin là où ils n'existent pas vraiment. Et en même temps, il a dit que la pire chose que nous puissions faire pour les Ukrainiens serait de leur donner l'idée qu'ils pourraient l'emporter face à une Russie bien plus puissante. D'accord? Et en corollaire à cela, il y avait à l'époque un secrétaire d'État adjoint qui a dit « Monsieur le Président, vous avez absolument raison, parce que chaque arme que nous donnerions à l'Ukraine pourrait être égalée, puis doublée, puis triplée, puis quadruplée par la Russie. » Aujourd'hui, la plupart des gens ne s'en souviennent pas, ni même du nom de ce secrétaire d'État adjoint, mais il s'appelait Anthony Blinken. Voilà ce qu'il disait sous Obama. Il arrive sous Joe Biden. Et Joe Biden, eh bien, il a cette mentalité de guerre froide et ce sentiment d'exceptionnalisme. Et bien sûr, nous pouvons le faire. Nous pouvons donner aux Ukrainiens tout ce dont ils ont besoin pour affaiblir la Russie. Et qu'est-ce que Tony Blinken répond? Oui, monsieur, bien sûr que nous pouvons. Et lui, avec ce type Sullivan, vend à Biden une fausse promesse. Voilà le contexte, d'accord? Et c'est ce que les Russes ont vu. Donc, dans la période précédant l'invasion russe de l'Ukraine, nous avons vu toutes sortes d'événements que les Russes ont remarqués. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que selon l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en février, les bombardements du Donbass, majoritairement russophones, ont été multipliés par 10 ou plus. Il s'agissait de bombardements contre des civils. L'essentiel de l'armée ukrainienne était massé contre le Donbass. On aurait dit qu'ils allaient entrer là-dedans et tout nettoyer, après avoir été formés selon les normes de l'OTAN et armés par l'OTAN pendant les 8 années précédentes. C'est en grande partie pour cela que Poutine est entré en Ukraine. Donc vous savez ce qu'on a conditionné les gens à croire, à savoir que l'invasion de l'Ukraine était non provoquée, totale, illégale. Eh bien, les deux premiers points sont manifestement faux. Le troisième relève d'un droit non tranché. Et cela, je le tiens de Richard Falk, le professeur de droit international. D'accord. Alors parlons de non provoqué. Eh bien, je viens de traiter non provoqué. Total. Total, d'accord. Donc les Russes voulaient envahir et conquérir l'Ukraine avec 90 000 personnes et 19 000 soldats qu'ils avaient massés à peu près ici. 90 000? J'ai bien compris. C'est ça, une invasion totale. Laissez-moi tranquille. Ce qu'ils voulaient faire, c'était effrayer Zelensky, et ils y sont parvenus. Zelensky a nommé son meilleur ami pour négocier avec les Russes le lendemain du début de l'invasion. Ils ont négocié au Bélarus, puis ils sont descendus à Istanbul et ont conclu un accord. D'accord? L'accord disait pas d'Ukraine dans l'OTAN, et nous pouvions simplement conclure d'autres accords pour protéger les Russes dans le Donbass. On met la Crimée de côté. En d'autres termes, l'Ukraine peut à peu près rester intacte, mais nous voulons imposer des améliorations pour la situation des russophones. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les États-Unis, par l'intermédiaire de Boris Johnson, ont fait capoter cela. Est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Les négociateurs ukrainiens, encore une fois, le meilleur ami de Zelensky, sont revenus et ont dit exactement cela. D'accord. Laissez-moi juste finir cette petite partie en disant, quand les gens disent que les Russes ne s'arrêteraient pas, eh bien, des gens comme le président Biden disent, vous pensez que les Russes vont s'arrêter à l'Ukraine? Vous croyez ça? La Pologne est la prochaine, puis les États baltes. Alors ne pensez même pas que les Russes vont s'arrêter à l'Ukraine. Eh bien, en réalité, même si les médias n'informent pas les gens à ce sujet, les Russes se sont déjà arrêtés. Ils se sont arrêtés en avril 2022, 6 semaines après l'invasion. D'accord? Pourquoi se sont-ils arrêtés? Parce qu'ils avaient un accord. Pas d'Ukraine dans l'OTAN,
et une certaine démilitarisation dans ce sens. Donc, réveillez-vous les amis. Soyez conscients, les Russes se sont déjà arrêtés. Ils ne voulaient pas prendre physiquement le contrôle du Donbass, encore moins du reste de l'Ukraine, encore moins de la Pologne, encore moins des États baltes. Donc, ils se sont déjà arrêtés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, premièrement, que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on n'y a pas accordé suffisamment d'attention. Cela signifie aussi que Trump peut dire « Regardez, ce n'est pas ma guerre. Les Russes ont des intérêts légitimes ici. » Trump lui-même l'a dit. Il l'a dit il y a environ 2 mois. Écoutez, je peux comprendre pourquoi les Russes ne voudraient pas de l'OTAN en Ukraine ou de l'Ukraine dans l'OTAN. Je peux comprendre pourquoi. Oui, je peux. Eh bien, voilà, la plus grande partie de l'énigme est résolue. Ce que je veux dire ici, c'est que Trump est en position de force. Je pense qu'il peut rallier ses partisans derrière lui et dire « D'accord, Monsieur Poutine, nous allons conclure un accord. » Vous avez remporté la victoire sur le plan militaire, mais s'il vous plaît, aidez-nous à faire preuve d'assez de souplesse pour que nous puissions maquiller cette défaite de l'OTAN, de l'Ukraine et des États-Unis. C'est possible. Probable. Je dirais que cela pourrait l'être, car je vois des signes, et je suis une exception sur ce point, que Trump et Poutine, malgré toutes les trahisons, malgré toutes les ruses qui ont eu lieu du côté américain et de l'OTAN, accepteront tout de même un accord qui reconnaît les intérêts fondamentaux de la Russie, n'admet pas l'Ukraine dans l'OTAN et offre le type de cordon sanitaire ou de zone tampon qui rassurera les Russes sur le fait qu'ils disposent d'un niveau raisonnable de sécurité, sans que les États-Unis, l'OTAN ou quiconque d'autre ne tente de les menacer, comme cela a été le cas ces dernières années. Oui, eh bien, la rhétorique a beaucoup changé, parce que beaucoup des choses auxquelles vous faisiez référence, par exemple, l'architecture de sécurité européenne, étaient autrefois des sujets de discussion entre Européens. Les Allemands disaient que le danger, c'était de créer une Europe sans les Russes, que cela pourrait devenir une Europe contre les Russes. Donc encore une fois, on ravivait la logique de la guerre froide. Macron, en France, tenait des arguments similaires, disant qu'il fallait trouver une place pour la Russie dans l'architecture de sécurité européenne. Tout cela a disparu. Maintenant, tout se résume à Poutine est un méchant, les Russes sont des impérialistes, et il n'y a absolument aucune dissidence. Il n'y a aucune acceptation d'autres arguments. Mais ce que je trouve fascinant, c'est le rôle des Allemands. Ce n'est pas pour m'acharner sur les Allemands. Je pense que beaucoup d'autres Européens sont aussi assez fous. Les États baltes, je veux dire la Scandinavie, j'ai l'impression que nous avons complètement perdu la tête ici. Les discussions rationnelles ont disparu. Il n'y a plus de véritable débat. Mais les Allemands semblent vraiment se démarquer un peu. Et c'est quelque chose que les Russes semblent avoir remarqué. Eux qui ont désormais remplacé le grand adversaire américain par les Allemands. Les Allemands en sont-ils conscients? Et pourquoi pensez-vous que ce changement s'est produit? Parce que l'Allemagne était vraiment l'enfant prodige de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ils ont tiré les leçons de l'histoire. Ils allaient se concentrer sur la croissance économique, toujours privilégier la diplomatie et éviter le militarisme. C'était la leçon historique qu'ils avaient retenue. Et maintenant, bien sûr, l'Allemagne est très différente. Oui, Glenn, je me sens très concerné par ce sujet. Ayant été en Allemagne récemment et y ayant également passé 5 ans officiellement, travaillant pour l'agence pour laquelle je travaillais. Je pensais donc bien connaître l'Allemagne. Et lorsque j'accueillais tous les visiteurs qui voulaient venir à Munich, où j'étais en poste à la fois dans les années 60 et dans les années 70,
Je veillais à ce qu'après avoir visité la Hofbräuhaus et tout ce qui s'y rapporte, nous inscrivions Dachau au programme, afin qu'ils se souviennent que cela faisait aussi partie de l'Allemagne. Dachau, les camps de concentration, et ainsi de suite. Alors, pourquoi les Allemands sont-ils sous-informés sur la vérité? Eh bien, c'est très clairement dû à leur subordination aux médias dominants, aux médias d'entreprise. Les médias d'entreprise qui contrôlent ce qui sort dans la presse écrite et les médias électroniques. Mais vous savez, c'est vraiment troublant, parce que d'un côté, on a les personnes les mieux éduquées, les plus talentueuses, enfin avant la Seconde Guerre mondiale, et après, comme vous le soulignez, les personnes les plus cultivées de l'Occident, ou parmi elles, qui ne sont tout simplement pas capables de prendre des décisions par elles-mêmes. J'ai critiqué les Allemands pour leur comportement enfantin ou adolescent, ou simplement pour leur incapacité à agir en adulte. Après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, c'était compréhensible. Mais aujourd'hui, 80 ans plus tard, j'ai du mal à comprendre. Mais je déduis simplement l'exemple d'un avocat allemand qui étudiait pour devenir juge en Allemagne au début de 1933, observant ce qui s'est passé après l'incendie du Reichstag et comment des mesures répressives ont été instaurées et comment les gens ont été conditionnés à accepter ce qui se passait. Il en a parlé, c'était écrit dans son journal intime. Il s'appelait Sebastian Haffner, pseudonyme, son vrai nom, Raimund Pretzel. Et pour ceux qui sont allemands, c'est Geschichte eines Deutschen. En anglais, c'est Defying Hitler. Vous devriez le lire. C'est vraiment intéressant. Ce qu'il souligne, c'est qu'après l'incendie du Reichstag, Hitler n'avait qu'une minorité de soutien. Mais les sociodémocrates ont cédé. Puis le parti du centre catholique a cédé. Et tout à coup, Hitler avait une majorité. Et alors que ce jeune avocat notait ce qu'il voyait, il observait ses collègues, des avocats sophistiqués qui se préparaient à devenir juges, dire simplement « Eh bien, pourquoi t'inquiéterais-tu que ton bureau soit perquisitionné ou que tes conversations téléphoniques soient écoutées? Pourquoi cela t'importe-t-il? Ce n'est pas vraiment important. » Et donc il a forgé cette expression allemande, voyons si je m'en souviens. Oui, c'était « Schaffsmäßige Ergebenheit ». Maintenant, c'est presque aussi difficile à prononcer en anglais. Now, it's almost as hard to pronounce in English. Schaf is sheep, okay? So it's Schaf signifie mouton, d'accord? Donc c'est Schaffsmäßige, soumission de mouton. Soumission. Dites-le 3 fois de suite. Soumission de mouton. D'accord, mon Dieu. Ça me reste en travers de la gorge, parce que c'est ce qui prévalait à l'époque, en 1933, et c'est encore largement le cas aujourd'hui. Sauf que ce Merz ne sera peut-être plus au pouvoir très longtemps, qu'il y a maintenant tout un parti majoritaire, l'Alternative für Deutschland, l'AfD, qui a beaucoup de voix au Bundestag, et que il y a maintenant un véritable défi de la part de gens qui disent « Écoutez, nous voulons une meilleure relation avec l'Est, comme Willy Brandt, l'Ostpolitik, nous voulons avoir une relation décente avec la Russie, et blablabla. » Ce que je veux dire, c'est que malgré les médias en Allemagne, la force de l'Alternative für Deutschland, principalement dans ce qui était autrefois l'Allemagne de l'Est, est très très forte et en croissance. Donc, pour adopter une attitude plus positive, cette soumission timorée n'est pas partagée par une part croissante, presque majoritaire, du peuple allemand, du moins en termes de parti. Il est vraiment discutable de savoir combien de temps cela va durer, d'autant plus que la dure réalité va s'imposer lorsque les Allemands, les Français et les Britanniques diront « Oh mon Dieu, nous en avons trop avalé ici. Comment pourrions-nous aider les Ukrainiens? » Oui, nous dépenserons des milliards de dollars pour le complexe militaro-industriel. Nous achèterons des armes aux États-Unis. Mais combien de temps cela peut-il durer alors que nos économies sont en train de sombrer? When our economies are going boom, and that's true.
Et c'est vrai, ces économies s'effondrent vraiment, vraiment rapidement. Et le prix, ironiquement, le prix de ce qui était autrefois le gaz et le pétrole russe fournis à ces pays est la principale raison pour laquelle l'Allemagne, par exemple, est devenue un cas désespéré en matière d'industrialisation. Ils sont en train de se désindustrialiser. Je veux dire, pour l'amour de Dieu, Volkswagen. Volkswagen a licencié des travailleurs, a fermé des usines, et ils produisent maintenant des chars. Plus de petites coccinelles, ni même de golf. C'est, vous savez, bonjour. Donc, le complexe militaro-industriel, encore une fois, pour revenir au sujet, gagne beaucoup d'argent. Combien de temps le peuple allemand va-t-il supporter cela, ou l'accepter, ou le permettre? Eh bien, la preuve sera dans les faits. Ils vont devoir surmonter cette soumission moutonnière. Je pense que, eh bien, quand on parle avec des gens à travers l'Europe, beaucoup reconnaissent qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est un peu étrange de se voir imposer cette rhétorique émotionnelle intense, sans vraiment de débat, sans discussion. Et s'il y a une position différente, elle sera rapidement détruite par des attaques personnelles. Je crois que beaucoup de gens ont du mal à trouver les mots pour exprimer ce qui ne va pas, et je pense qu'un des moyens efficaces de la propagande politique, c'est qu'elle fait souvent appel à la bonté des gens. C'est-à-dire qu'on dit « Regardez ces choses terribles, par exemple, qui se passent en Ukraine. Vous avez forcément de l'empathie pour cela. Regardez ce qui arrive aux civils. » Et tout le monde ferait preuve d'empathie. Donc d'accord, tout le monde est d'accord. Puis on passe à l'étape suivante. Il faut aider. Et oui, bien sûr, on veut aider les personnes qui souffrent. Et ensuite, il y a ce concept d'aide. Et on peut remplir ce concept avec tout ce qu'on veut. Soudainement, faire monter les tensions avec la Russie, d'une certaine manière, c'est aider. Tirer des missiles sur des villes russes, c'est aider. Et toute personne qui s'y oppose ne fait pas que contester la logique ou présenter de nouvelles preuves ou perspectives. Elle s'oppose à votre vertu. Car désormais, tout se résume à ceux qui se soucient des autres et ceux qui sont avec l'ennemi, en somme. Et c'est là toute l'analyse, et c'est assez choquant. Il n'y a plus aucune distinction entre ce que vous pensez que votre adversaire devrait faire et ce que vous voulez qu'il fasse. Par exemple, lorsque les attaques contre l'Iran ont eu lieu, j'ai averti, c'est insensé. Si je devais conseiller l'Iran aujourd'hui, je dirais, vous devez acquérir l'arme nucléaire. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont chercher à vous détruire. Ils essaieront de faire de vous une nouvelle Syrie, une nouvelle Libye. Israël, les États-Unis et d'autres continueront. Donc vous devriez obtenir l'arme nucléaire. Ce serait un conseil, mais ça ne veut pas dire que je le souhaiterais. Ce serait la prolifération nucléaire dans la région. Ce serait horrible. Ce serait une terrible prison. Et c'est la même chose avec la guerre en Ukraine. Vous savez, si vous reconnaissez que c'est une menace existentielle pour la Russie, si vous les conseillez, vous diriez, eh bien, en aucun cas, vous ne pouvez laisser cet incrémentalisme de l'OTAN s'enraciner en Ukraine, car cela constituerait une menace existentielle. Et plus l'OTAN s'entête, s'il n'est pas possible de parvenir à un règlement politique pour rétablir la neutralité, que conseilleriez-vous aux Russes de faire? Eh bien, il faudrait prendre les territoires stratégiques clés que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser tomber entre les mains de l'OTAN et vous voudriez détruire les infrastructures dans le reste du pays afin qu'ils ne puissent pas servir de ligne de front utile. Encore une fois, Tu ferais mieux d'arrêter, Glenn. tu deviens. Mais ce n'est pas quelque chose que je souhaiterais. La nation ukrainienne est en train d'être détruite. Nous allons avoir le chaos en Europe pour des décennies à venir. Cela va alimenter la méfiance et la haine entre Européens et Russes. C'est une catastrophe. Mais il faut être honnête au sujet des préoccupations sécuritaires de tes adversaires et des politiques rationnelles qu'ils pourraient adopter pour y remédier.
Cela ne veut pas dire que tu souhaites que ces choses arrivent, mais il est impossible de faire cette distinction en Europe de nos jours. Tout doit être basé sur les émotions. Everything has to be emotions. So all they want to hear is there's a good guy, a bad guy. Tout ce qu'ils veulent entendre, c'est qu'il y a un gentil et un méchant. Et tout ce que vous dites ne peut pas être perçu comme une légitimation de l'adversaire, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'analyse possible. Tout se résume à un affrontement entre le bien et le mal, et il ne peut y avoir aucune compréhension de l'adversaire. Comprendre est désormais immoral, car cela revient à prendre leur parti. C'est tout simplement absurde. Et une fois que l'on constate le niveau du débat, on n'est plus vraiment surpris que la guerre semble désormais être la seule option qui nous reste. Et les médias ne font que jouer les supporter. Le mot-clé que tu viens d'utiliser, Glenn, c'est compréhension. En allemand, verstehen signifie comprendre. Et je l'ai peut-être déjà mentionné, mais cela vaut peut-être la peine de le répéter. Quand j'étais en Allemagne, il y a environ 8 ans, j'ai vu ce petit badge que l'on met sur le doigt, et il était écrit « Putin verstehen ». Quelqu'un qui comprend Poutine, n'est-ce pas? Il y avait Poutine dessus, et les mots. Et je me suis dit « Mon Dieu, oh mon Dieu, incroyable. De l'espoir ici. » Donc des gens essayent de persuader et d'essayer de comprendre Poutine. J'ai donc pris ce badge, et mon collègue m'a dit « Non, non. Pourquoi? Oh, c'est péjoratif. Putain verstehen. Oh, ça veut dire que tu es du côté de Poutine. Laisse tomber, pour l'amour de Dieu. Laisse ça de côté. N'envisage même pas de porter ce truc. » Eh bien, qui d'autre qu'Angela Merkel, il y a 2 mois, a dit « Tu sais, en y réfléchissant, peut-être que les Russes sont vraiment inquiets à propos de nous, les Allemands. » Non? Ensuite, devine quoi, Glenn? On l'a traitée de Putin verstehen. Et elle a répondu, à son crédit, « Non, attendez une seconde. Écoutez, c'est vraiment stupide. Comprendre son ennemi, c'est, vous savez, aider à résoudre les choses. Donc, Putin verstehen ne devrait pas être une insulte, dit Angela Merkel. Après avoir trahi Poutine 3 ou 4 fois avec la France sur la manière d'obtenir un cessez-le-feu, sur la façon de trouver un arrangement viable sans aller jusqu'à la guerre en Ukraine. Tout ce que je dis, c'est que maintenant, même Angela Merkel est accusée d'être la marionnette de Poutine. Tu sais, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment unique. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Mais les gens refusent de regarder la réalité en face. C'est pourquoi je dis que lorsque la réalité s'imposera et que les États-Unis, comme je le crois inévitable, se retireront. Et je sais que beaucoup de gens disent « Ray McGovern, tu es l'exception ici. » Mais vous savez, quand Trump dit « Écoutez, l'Ukraine devrait avoir des armes. Et vous savez, nous les produirons si vous nous les achetez. La France, l'Allemagne, l'Angleterre. Oui, nous pouvons le faire. Nous adorons fabriquer des armes. Vous savez, les armes, c'est notre affaire. Donc, vous nous les achetez et vous les donnez à l'Ukraine. Voyez ce qui se passe. Quand la réalité s'impose, je ne donnerai pas longtemps à Scholz au pouvoir, et probablement encore moins à Starmer, parce que les gens souffrent. J'étais à Londres, j'ai regardé, j'ai un peu marché, et c'est une ville bien plus délabrée que dans mon souvenir. Les gens souffrent. Le National Health Service, dont j'ai moi-même bénéficié, il s'occupait exceptionnellement bien de moi. C'est en train d'être privatisé. Bon sang. J'ai eu de la chance. Avant qu'ils ne privatisent cet hôpital en particulier, l'hôpital St. Mary's, où j'ai vu pas moins de 7 spécialistes pour s'assurer que j'avais aucun os cassé, ou pour voir comment ils pouvaient arranger ça. Ils n'ont pas pu arranger cela, parce que c'était un problème arthritique préexistant. Mais tout ce que je dis, c'est que les gens vont devoir se rendre compte que nous vivons un moment révolutionnaire. Et je pense que plus tôt ce sera, mieux ce sera. Les Starmer, les Scholz et les Macron n'en ont plus pour longtemps. Mais en attendant, le complexe militaro-industriel dans ces pays, et particulièrement aux États-Unis,
va vendre toutes ses armes, va prospérer. Et tout le monde, si le Madis finit un jour par rattraper cela, Eversnod that coalition à la 1948. Before there's an actual revolution a la 1848. Yeah, because I think the long trend is people lose trust in Oui, media, parce que je pense que la tendance de fond, c'est que les gens perdent confiance dans les médias. Ils perdent confiance dans les politiciens. Et on le voit maintenant aussi à travers l'Europe. Il y a une crise de légitimité partout en Europe. Sur le continent, quand on parle de Starmer, il n'est pas très populaire. Merz, Macron, quand il y a besoin d'annuler des élections, comme cela a été fait en Roumanie, tout cela, la discussion sur la façon d'interdire le principal parti d'opposition en Allemagne. On ne peut faire cela que pendant un certain temps, avant que le système politique et social ne commence à se déstabiliser lui-même. Donc il y a beaucoup d'automutilation en ce moment, et je ne vois qu'un entêtement, je ne vois aucun bon sens, ni aucune discussion à ce sujet. Mais sur ce point, sur le manque de confiance dans le système politique, cela se rattache aussi au Russiagate, car il y a eu beaucoup de révélations récemment. C'est quelque chose, bien sûr, qui a détruit beaucoup de confiance, et pour de bonnes raisons, dans la classe politique, ainsi que dans les médias et les agences de renseignement d'ailleurs. Mais nous voyons maintenant que Tulsi Gabbard a publié ces nouveaux documents. Je voulais vous demander, car cela est en quelque sorte lié à la haine envers la Russie, qui a vraiment explosé au cours de la dernière décennie. Vous avez été l'une des rares personnes à vous lever et à dire dès le premier jour que toute cette histoire de Russiagate était pure absurdité, que cela n'avait aucun sens. Vous avez souligné tout ce qui n'allait pas, et vous avez beaucoup écrit à ce sujet. Donc, je voulais avoir votre avis sur ces nouvelles révélations. Avec vos près de 3 décennies à la CIA, que pensez-vous de ces nouvelles révélations et de l'idée de trahison d'Obama, comme l'a formulé Tulsi Gabbard? Eh bien, en fin de compte, Glenn, la russophobie prévaut dans notre pays. Et c'est en grande partie à cause de cette histoire inventée de piratage russe et d'ingérence russe lors de l'élection de 2016. J'ai donc suivi cette affaire comme un chien de garde, d'accord? Et j'ai été en contact, par exemple, avec de nombreux journalistes pro-Parti démocrate. L'un d'eux m'a demandé, il y a environ 2 ans, « McGovern, pourquoi es-tu aussi obsédé par le Russiagate? Pourquoi ça t'importe-t-il que ce soit vrai ou non, que les Russes aient piraté ou non le Comité national démocrate? » Et je débattais de cette question avec lui depuis longtemps. Finalement, j'ai dit, « Je suppose que c'est parce que la Russie possède des armes nucléaires. » Et il a réfléchi un instant, puis a dit, « Oh, eh bien, oui, je suppose. » Il va sans dire que tout cela a été inventé de toutes pièces par Obama dès le départ. Son principal conseiller John Brennan, directeur de la CIA, James Comey, directeur du FBI, James Clapper, qui était directeur du renseignement national, et les généraux et amiraux de la sécurité nationale qui ont suivi le mouvement. Et tout cela a été fabriqué de toutes pièces. Il n'y a pas eu de piratage russe. Il n'y a pas eu d'ingérence russe dans l'élection de 2016. Nous le savons grâce aux preuves empiriques que nous observons et à notre expertise dans l'analyse des relations russo-américaines. Maintenant, cela a été prouvé. Maintenant, la directrice du renseignement national sous Trump, Tulsi Gabbard, a publié des documents, d'accord, des documents qui détaillent tout ce qui s'est passé, où les personnes honnêtes au sein de la CIA, ce qui me réjouit de découvrir qu'il en existe encore à la CIA, disaient « Écoutez, M. Poutine n'a aucune préférence entre Hillary Clinton et Donald Trump, pour l'amour de Dieu. Il n'a absolument aucune préférence. Le diable qu'il connaît, Hillary Clinton, il ne l'aime pas, mais il dit qu'il peut travailler avec elle. Donald Trump, mon Dieu. Et ce que j'ai dit à l'époque reste valable ici.
Ce qu'un président russe recherche chez un président américain, c'est la prévisibilité. Je veux dire, c'est logique. Ce président a son doigt sur les codes nucléaires. Donc ce que vous souhaitez, c'est un président avec qui vous pouvez dialoguer, un président prévisible. Or, Trump était l'incarnation même de l'imprévisibilité. J'ai donc toujours pensé, dès le début, que cette idée selon laquelle Poutine préférerait que Trump arrive, le parangon de l'imprévisibilité, était insensée, d'accord? Mais bien sûr, cette histoire s'est développée. Des choses ont été inventées. Le piratage russe a été démenti par un témoignage officiel sous serment devant la commission spéciale de la Chambre des représentants le 5 décembre 2017. D'accord? C'était quand? Il y a presque 8 ans. Que s'est-il passé? Eh bien, le responsable de ceux qui ont mené l'analyse médico-légale a déclaré « Eh bien, il n'y a aucune indication d'une quelconque exfiltration d'emails du DNC. En d'autres termes, il n'y a pas eu de piratage. » C'est his and count. En d'autres termes, il n'y avait aucune trace sur Internet, aucune trace dans les terres. Il s'agissait plutôt de quelqu'un au sein du DNC, ou de quelqu'un ayant accès aux ordinateurs du DNC, qui insérait une petite clé USB et copiait, non pas téléchargeait, copiait les données sur une clé USB. Nous pouvons le prouver aujourd'hui, grâce au principe de la physique. Bon sang. Nous connaissions la capacité d'une clé USB. Nous connaissions la vitesse à laquelle cela avait été copié, et nous pouvions dire, regardez, c'était pas un piratage. Finalement, le 5 décembre, le responsable du cabinet de criminalistique, un cabinet extérieur au FBI, dirigé par un ancien du FBI, a témoigné sous serment, il n'y a pas eu de piratage russe. Personne n'a piraté ces emails du DNC, ni la Russie, ni personne d'autre. Alors, que s'est-il passé? Adam Schiff est arrivé le mois suivant en tant que président de la commission du renseignement de la Chambre, devant laquelle ce témoignage sous serment a eu lieu. Et il l'a mis dans son coffre-fort et l'y a gardé pendant 2 ans et demi. Je ne plaisante pas. Ce témoignage qui affirmait que les Russes n'avaient pas piraté le DNC a été gardé sous clé. Et finalement, quelqu'un a dit au président Trump de l'époque, « Eh, Monsieur le Président, êtes-vous le président? Vous pourriez faire publier ce témoignage. » Il répond, « Hein? Dites simplement à Adam Schiff que s'il ne le publie pas demain, vous le ferez. » D'accord. Le lendemain, Adam Schiff le publie. D'accord, maintenant, un témoignage très accablant. Il est publié avec environ 56 autres mémos. Eh bien, peut-on pardonner aux médias traditionnels de l'avoir raté? Non, ils ne peuvent pas être pardonnés, pour l'amour de Dieu. Que s'est-il passé? Eh bien, cela a été révélé par Adam Schiff le 7 mai 2020. Quelle est la date aujourd'hui? Le 25 juillet 2020. C'est toujours gardé secret. Les médias traditionnels n'ont pas mentionné le fait que toute cette histoire de piratage russe des emails du Comité national démocrate, qui était tellement préjudiciable à Hillary Clinton, que les Russes n'y étaient pour rien, que ce n'était même pas un piratage. C'était une clé USB utilisée par quelqu'un ayant accès à ses ordinateurs. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout. Cela signifie que les médias contrôlent toujours ce que les Américains peuvent penser ou croire. Et maintenant, les médias commencent à dire « Oh oui, Tulsi Gabbard ». Elle dit qu'elle a des documents. Nous avons d'autres documents. Et ils sèment une confusion totale parmi le peuple américain. C'est eh bien, je ne dirais pas frustrant, parce qu'on n'est pas censé être frustré ou décourager les gens. Ce n'est pas permis. On n'a pas le droit d'être découragé. C'est quelque chose qui met en colère. Et la colère est une vertu, selon Thomas d'Aquin. Juste assez de colère. L'idée pythagoricienne de juste assez de vertu est une vertu. Donc je suis vertueusement en colère à propos de tout ça. Et j'essaie de trouver un moyen, Glenn, de trouver des gens plus intelligents que moi,
parce qu'il doit bien y avoir des gens qui savent comment faire passer votre émission, et d'autres dans les médias grand public. Je sais que vous avez un succès considérable. Je soupçonne que la plupart de ce succès concerne surtout les convaincus, pour ainsi dire. Je pense que la faute n'est pas dans nos étoiles, mais en nous-mêmes. Ne sommes-nous pas assez intelligents pour trouver un moyen d'entrer dans la conscience collective, afin que les gens ne puissent plus considérer Poutine et les Russes comme un problème à affronter à chaque instant? Je pense que nous en sommes capables. Mais je n'ai trouvé personne qui puisse rassembler des experts en relations publiques, des techniciens, des responsables politiques, quelqu'un d'assez intelligent pour que cela se réalise. Je veux dire, ça doit être possible, Glenn. Si j'ai l'air un peu frustré, eh bien ce n'est pas le cas. Je suis juste en colère. Oh, makes sense. Well, C'est logique. Eh bien, certains de ces documents, cependant, parce que le piratage de l'élection, les Russes qui volaient ceci, l'utilisaient pour faire basculer l'élection en faveur de Trump. Cela devait être cette grande attaque contre la démocratie américaine, quelque chose qui devait être vengé, ce qui, encore une fois, a eu un effet de débordement en intensifiant le conflit en Ukraine. Or, il s'avère, d'après ces documents, que le prétendu piratage était jugé avec une faible confiance, selon ce document. Mais encore une fois, les agences de renseignement ont ensuite présenté cela comme étant hautement fiable, allant ainsi à l'encontre de leurs propres documents dont elles disposaient. Et les médias, très peu critiques. Et j'ai trouvé que c'était un bon point que tu as soulevé. Où est la couverture médiatique maintenant? Parce que c'était vraiment au premier plan, cela faisait la une des journaux. Cela a contribué à polariser la société. Cela a créé des restrictions sur la liberté d'expression parce que soudainement, tout le monde devait être protégé contre ce type de désinformation et contre la façon dont la Russie attaquait nos démocraties. Et bien sûr, nous devons envisager une possible guerre avec la Russie. Et maintenant, c'est prouvé. Tout cela a été basé sur une supercherie visant à faire tomber la présidence Trump. Où est la responsabilité? C'est assez choquant de ne voir aucune responsabilité du tout pour les médias qui ont relayé ces informations pendant des années et des années. S'ils ne sont pas d'accord avec les documents, qu'ils publient au moins des articles, qu'ils en discutent. Quel est le contre-argument? Mais ignorer cela, c'est simplement être encore plus complice. Et c'est tellement dangereux, car cela ne fera que continuer à saper la confiance dans les médias qui ne sont pas dignes de confiance en ce moment. Mais personne ne profite de cette situation, ne pas avoir de médias fiables. That's exactly right. Now, C'est tout à fait exact. Maintenant, l'évaluation dite de la communauté du renseignement qu'Obama a commandée, qui a été préparée et disait « Oh oui, les Russes ont piraté et les Russes ont fait toutes ces choses terribles pour détourner l'élection, faire perdre Hillary, vous voyez, et tout ça. » Eh bien, vous savez, cela n'a pas été préparé par 17 agences de renseignement, comme Hillary Clinton l'a affirmé, et a été autorisé à l'affirmer pendant 2 ou 3 mois avant qu'un membre du Congrès ne demande au directeur du renseignement national, James Clapper, combien d'agences avaient réellement participé à cela. Et il a répondu, « Oh, eh bien, en fait, seulement 3. Eh bien, je pensais que c'était 17. Non, c'était très rapide, donc nous n'avions besoin que de 3. Qui était-elle? C'était le FBI, la CIA et la NSA, l'Agence nationale de sécurité, sous la tutelle de M. Clapper, qui était le directeur du renseignement national. Mr. Clapper, who was the National Intelligence Director. So Obama asked us to do that. So it wasn't. Donc, Obama nous a demandé de faire cela. Alors, était-ce 3 agences de renseignement? Eh bien maintenant, nous savons grâce à des documents qu'il ne s'agissait que de 5 analystes triés sur le volet de la CIA, du FBI et de la NSA. Les agences elles-mêmes n'ont pas participé à la rédaction de ce document. John Brennan de la CIA a dirigé le résultat final.
C'était contre-intuitif pour les bons analystes qui savaient que la Russie n'avait pas de préférence. Mais c'est une technique typique. On réunit un groupe de personnes qui écriront ce que vous voulez qu'elles écrivent et qui recevront des primes pour cela. On met les vrais analystes de côté et on demande aux personnes sélectionnées de préparer ce qui est nécessaire, pour ainsi dire. Maintenant, l'un de ces gars... Ah oui, il y a une photo ici. Aussi récemment que l'année dernière, ce type nommé Michael Van Landingham. Il y a une photo, d'accord? Il s'est vanté dans un magazine d'avoir confirmé que la Russie était intervenue en 2016 pour aider. Et qui est-il? C'était un analyste néophyte d'une autre agence, recruté par John Brennan. Vous placez ces personnes à des postes clés et vous avancez avec elles. Cela s'est déjà produit en fait, lorsque je travaillais encore à la CIA. Le directeur Bill Casey voulait prouver que les Russes étaient derrière la tentative d'assassinat contre le pape. Il nous a donc demandé, à nous les analystes, de monter cette histoire. Et nous avons répondu « Non, ils n'étaient pas derrière cela. Il n'y a aucune preuve qu'ils étaient impliqués. » Alors qu'a-t-il fait? Il a créé une équipe de 5 personnes, d'autres analystes, les a installés dans une direction séparée et leur a dit « Maintenant, trouvez la bonne réponse. » Et devinez ce qu'ils ont trouvé. Les Russes et les Bulgares étaient certainement responsables de la tentative d'assassinat contre le pape. Voilà comment sont les Russes. C'est une technique usée par le temps. On recrute ces gens-là, et nous ne savions pas qu'ils n'étaient que 5. Mais il y en avait 5. Ils étaient tous sous les ordres de John Brennan de la CIA, et ils ont tous menti effrontément. Peut-être que ce type était tellement naïf qu'il pensait ne pas mentir. Mais malgré tout, il est là. D'accord. Alors pourquoi? Comment ont-ils pu s'en sortir? Eh bien, ce sont les mêmes personnes, ou les héritiers des mêmes personnes. Je veux dire, John Brennan, chef de la CIA, a été choisi personnellement par George Tenet. D'accord. Or, George Tenet était le directeur de la CIA qui s'est plié à Dick Cheney et a dit « Oh oui, il y a plein d'armes de destruction massive en Irak. » Oh, vous savez, elles sont là. Et en plus, il y a des liens entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. À demi-mot, en d'autres termes, Saddam Hussein aurait quelque chose à voir avec le 11 septembre. Ces deux affirmations ont été entièrement inventées de toutes pièces. Mais Cheney voulait que cette histoire soit racontée. Ainsi, une estimation datée du 1er octobre 2002, que j'appelle la prostituée de Babylone, je pense qu'ils lui ont donné un autre titre, d'accord? 4 directeurs nationaux du renseignement étaient responsables de sa rédaction. Elle était fausse sur tous les points et a servi de base à la présentation de Colin Powell, pour ainsi dire, la présentation de mensonges, devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 5 février 2003. D'accord. Et qu'est-il arrivé à ces personnes? Elles ont reçu des primes. Certains ont été promus. En d'autres termes, 1 million d'Irakiens sont morts sur la base de preuves fallacieuses et entachées. Mais ne vous fiez pas seulement à ce que je dis. Le président de la Commission du renseignement du Sénat, en 2008, après 5 ans d'enquête, a déclaré que les preuves utilisées pour justifier l'invasion de l'Irak étaient non confirmées, contredites, voire inexistantes. Point final. Fin de citation. Vous pouvez prendre ces mots au pied de la lettre, d'accord. Je vous demande, à quoi ressemble un renseignement inexistant? C'est le président de la Commission du renseignement du Sénat qui le dit. C'était un rapport bipartisan. Vérifié par vous-même, juin 2008, quelque chose comme ça. D'accord. Eh bien, un renseignement qui n'existe pas, on l'invente. Si cela peut arriver, c'est parce que personne n'est tenu pour responsable. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout cela? Cette fois, il y a une directrice majeure du renseignement qui essaye de demander des comptes aux gens, y compris au président des États-Unis. Bon sang,
d'accord? Elle s'appelle Tulsi Gabbard. Je la connais. Je l'ai informée lorsqu'elle était représentante. Elle est incroyablement intelligente. Elle pose les bonnes questions. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a fait, mais elle a lancé un défi à l'état profond, pour l'amour de Dieu. Waouh! Et maintenant, elle doit, pour ainsi dire, affronter à la fois la presse traditionnelle, les médias grand public et l'état profond, incarné par ces personnes qui, selon des documents, ont tout inventé. Donc c'est nouveau. Peut-elle réussir? Les chances ne sont pas en sa faveur. Can she succeed? The odds are against her. And, unless the major media, Et vous savez, à moins que les grands médias ne décident, eh bien, peut-être devrions-nous dire la vérité pour une fois. Ou peut-être devrions-nous avouer que, vous savez, nous n'avons pas tout bien compris. Cela me semble pas très probable. Donc, tout ce que je dis ici, c'est que Tulsi Gabbard, je l'admire énormément pour ce qu'elle fait. Les gens doivent comprendre qu'elle marche sur une corde raide. Maintenant, elle dispose non seulement du travail des personnes qui ont publié ces documents au cours de la semaine dernière, mais aussi du nôtre. Les Veteran Intelligence Professionals for Sanity ont, comme je l'ai déjà dit, suivi cette affaire de très près. Nous avons examiné les implications des questions techniques liées au soi-disant piratage russe qui n'a jamais existé, et nous avons également évoqué l'implication personnelle du président Obama dans cette affaire. personal involvement in this. Now, it's interesting that Tulsi Gabbard Il est intéressant de noter que Tulsi Gabbard et les documents évoquent Obama comme étant le principal instigateur et coupable. Mais ils n'ont pas vraiment présenté beaucoup de preuves de cela avant l'élection. Après l'élection, il leur a fait réaliser cette évaluation fallacieuse de la communauté du renseignement. Mais avant l'élection, je pense que c'est vraiment important que les gens le sachent. En replongeant dans mes archives, c'était un peu un retour en arrière. Mais en juin 2022, j'ai raconté une histoire à propos d'emails du FBI qui avait été rendu public dans le cadre du procès d'un certain Sussman, un grand avocat du Comité national démocrate, qui avait clairement menti au FBI, mais avait été acquitté par un jury de Washington. but was acquitted by a DC jury. Anyhow, these emails, Quoi qu'il en soit, ces emails montrent qu'Obama encourageait activement ses principaux responsables de la sécurité à aller de l'avant et à inventer cette fausse accusation de piratage par la Russie. Les nouveaux emails disponibles dont j'ai parlé montrent que le bureau, c'est-à-dire le FBI, insistait encore ou demandait, le 13 octobre, « Donnez-nous les résultats des analyses. » CrowdStrike, c'est vous qui avez fait les analyses, s'il vous plaît. Nous sommes sous pression pour fournir des résultats. C'était le 13 octobre 2016. Obama ne voulait pas attendre cela. Bon sang, l'élection approchait, le 8 novembre. Alors, que montre le dossier? Le dossier montre qu'Obama a choisi personnellement James Clapper, qui est célèbre pour avoir dit « Vous savez, les Russes sont des Russes. Vous savez, ils sont presque génétiquement enclins à faire le mal, à faire blablabla. Presque génétiquement. » Waouh! D'accord. Donc ils ont choisi Clapper, puis un certain Jeh Johnson. Maintenant, pourquoi a-t-il choisi Jeh Johnson? Eh bien, c'est un avocat, et il avait déjà pris des libertés avec la loi, disant à Obama, « Oui, d'accord, tu peux tuer par frappe de drone. Tu peux tuer telle ou telle personne, avec très peu de preuves. Oh, même des citoyens américains. Ça va aussi. » Jeh Johnson est marié à une femme catholique, d'accord? Il a dit, « Je suis tellement content de ne pas m'être converti au catholicisme, parce que sinon, je devrais aller me confesser. Et vu ce que j'ai fait, je préfère éviter. » Bref, Obama a demandé à Jeh Johnson et James Clapper, avant même que les analyses médico-légales ne soient terminées. Écoutez, faites ce mémorandum. Dites-leur que les Russes piratent pour aider Trump contre Hillary. Voici ce que disait la note. Le 7 octobre 2016, la communauté du renseignement américaine est convaincue que le gouvernement russe a dirigé les récentes compromissions d'emails de citoyens américains, etc.
Ces vols et divulgations visaient à interférer avec le processus électoral américain. Et Jay Johnson a expliqué au Congrès, devant la commission du renseignement de la Chambre, je cite, « Le président a approuvé la déclaration du 7 octobre. Je sais qu'il voulait que la déclaration soit clairement celle du gouvernement américain. Pas seulement Clapper, pas seulement moi. C'était le gouvernement américain. D'accord. Maintenant, l'élément important ici, bien sûr, c'est qu'Obama savait que l'élection approchait. Il ne voulait pas attendre les résultats de l'analyse médico-légale parce qu'il n'aurait probablement pas été très concluant. D'accord? Alors il a dit, écoutez, vous deux, pas le FBI, on s'en occupera plus tard, mais vous deux, publiez ce communiqué sur le piratage exactement 1 mois et 2 jours avant l'élection. Maintenant, pourquoi est-ce que je raconte tout ça? C'est parce que les démocrates et l'administration avaient vraiment du mal à faire passer cette histoire de piratage russe du DNC. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, j'étais dans un think tank démocrate, l'ancien think tank de John Podesta. Bref, j'y étais en avril 2017 et Jennifer Palmieri, qui était la responsable des relations publiques d'Hillary pendant la campagne, a expliqué ce qui s'était passé. Elle a expliqué que les démocrates avaient décidé, lorsque la Convention nationale démocrate a eu lieu et que Wikileaks a publié ces documents, que la chose la plus intelligente à faire était d'en accuser les Russes. Accuser les Russes. Accuser la publication sur les Russes. De cette façon, il détournerait l'attention du contenu des emails, qui montrait en fait qu'Hillary avait volé l'investiture à Bernie Sanders plus tôt cette année-là. C'était donc une diversion. Et ensuite, faisons en sorte que les Russes soient associés à Trump. Voilà ce que Palmieri a indiqué comme ayant été décidé lors de la convention. Puis elle a dit qu'elle était dans sa voiturette de golf, allant voir différents médias et chaînes d'information, essayant de vendre cette histoire. Et personne n'y croyait. Personne. Vraiment difficile, dit-elle. J'étais là. Je l'ai écouté. Vraiment difficile de vendre cette histoire. Mais ensuite, quand nous sommes revenus à Brooklyn, Brooklyn était le quartier général de la campagne de Hillary. Alors les choses ont semblé commencer à bouger. En août et septembre, des correspondants, des journalistes qui entretenaient de très bonnes relations avec les services de renseignement ont commencé à nous donner des détails à ce sujet. Et certaines informations ont été publiées. Mais malgré tout, nous avions besoin d'une déclaration publique. Nous avions besoin de quelque chose de définitif. Et l'élection approchait. Et devinez quoi? Je cite Jennifer Palmieri. Enfin, nous y sommes arrivés. Le 7 octobre, l'administration a publié un mémorandum vraiment saisissant. À quel point était-ce frappant que le directeur du renseignement national et le directeur de la sécurité intérieure publient une déclaration, une longue déclaration, affirmant avec une grande certitude que la Russie interférait dans l'élection et qu'elle dirigeait également le calendrier des piratages, des fuites. Et il a nommé les institutions, Wikileaks et ainsi de suite, comme étant dirigées par la Russie. Et à quel point il était stupéfiant d'être aussi certain et aussi public. Donc je pense, dit Jennifer Palmieri ici, en avril 2017, que la réponse pour les démocrates maintenant, à la fois à la Chambre et au Sénat, c'est d'en parler davantage, en parler plus et rendre ça plus concret. Donc il faut aller assez, quand je vivais à Washington, j'étais un fléau pour ces gens, essayant toujours de poser la première question. Tout ce que je dis ici, c'est qu'Obama n'a pas seulement été l'architecte de cette affaire. Il a convaincu 2 dirigeants très flexibles, Jay Johnson et James Clapper, de publier ce rapport 1 mois avant l'élection. Et puis après l'élection, oh mon Dieu, que s'est-il passé? Hillary a perdu de toute façon, non? Et ensuite, ils ont dû couvrir leurs traces. C'est à ce moment-là qu'Obama a chargé la CIA, la NSA et le FBI
d'élaborer ce qu'ils ont appelé, je cite, un mémorandum de la communauté du renseignement, qui certifiait le piratage, certifiait l'ingérence, sans aucune preuve. Et maintenant, toute cette histoire est révélée par ces emails, où des responsables honnêtes de la CIA disent « Eh bien, attendez une seconde. Cette personne proche de Poutine a dit que Poutine se moquait complètement de savoir qui gagnerait. Vous savez, il peut travailler avec l'un ou l'autre, et il n'a aucune préférence. Et John Brennan a complètement inversé cela, et il a dit « Non, non. Voici une clause d'un document que je viens de trouver, pas accessible à tout le monde. Oh oui, il y a une vraie préférence pour Trump. Et c'est pourquoi, pour te citer, c'est pourquoi Hillary a perdu. » Sotto voce. That's why Hillary lost. So now we're getting to the bottom of that thing. All I can say is, Alors maintenant, on commence à aller au fond de cette affaire. Tout ce que je peux dire, c'est que Tulsi s'est attaqué à quelque chose de vraiment gros. Et si c'était nécessaire, ou peut-être que je viens juste de le mentionner, quand Obama, eh bien, avant qu'Obama ne quitte ses fonctions, avant, disons, le 2 janvier 2017, maintenant, le président élu Trump attend de prendre ses fonctions. Que se passe-t-il? Eh bien, Chuck Schumer, le chef du Sénat, appelle Rachel Maddow et dit « Rachel, je dois te voir, j'ai une information explosive. » Alors on se dit « Oh, allez Chuck. » Et donc Chuck arrive ce soir-là et elle dit « Oh, donc c'est en direct, bien sûr. » Elle dit alors « Chuck, qu'as-tu à nous dire ?» Il répond « Oh, eh bien, je pensais que Trump était quelqu'un d'assez intelligent, mais il a fait quelque chose de vraiment stupide. » Oh, et qu'est-ce que ce serait, Chuck? Il s'est attaqué à la communauté du renseignement. Et ils ont 1001 façons de se venger. C'est quelque chose de très, très, très dangereux à faire. Oh, waouh. Merci, Chuck. Ce que Rachel aurait dû dire, bien sûr, c'est « Voulez-vous dire, sénateur Schumer, que le président élu devrait avoir très peur de la communauté du renseignement? » C'est clairement le message, non? Eh bien, ce qui s'est passé ensuite, bien sûr, c'était le 2 janvier. Le 5 janvier 2017, Obama a rencontré Brennan, Comey, le patron de la NSA, et juste quelques autres conseillers, et a dit « Très bien. Maintenant, nous allons rendre publique cette évaluation de la communauté du renseignement, qui dit que les Russes ont tout fait pour aider Trump à gagner, et qu'ils sont en grande partie responsables de la défaite d'Hillary. Ça sera publié demain. » Alors demain, vous descendez pour informer le président élu, parce que nous ne voulons pas qu'il soit pris au dépourvu à ce sujet, n'est-ce pas? Donc il nomme Clapper, Brennan et Comey pour aller à New York informer Trump. Ils y vont et lui disent « Maintenant, Monsieur Trump, c'est un peu délicat, mais aujourd'hui même, une évaluation de la communauté du renseignement a été publiée, affirmant que les Russes vous ont vraiment aidé à gagner l'élection. Nous ne voulions tout simplement pas que vous soyez pris au dépourvu. C'est déjà publié aujourd'hui, ce sera dans les dépêches. » Et puis Comey, selon un accord préalable avec Obama, dit « Maintenant, messieurs, pourriez-vous s'il vous plaît nous laisser seuls, car j'ai quelque chose de très sensible à dire au président élu. » Oh, bien sûr. Et voici Comey. « Monsieur le président élu, je ne sais pas, c'est très embarrassant pour moi, mais il y a ce rapport diffamatoire qui circule dans la presse. » Il s'agit apparemment de vous, en train de fricoter avec des prostituées à Moscou. Et c'est carrément explicite. C'est horrible. Et c'est pas confirmé. Pas confirmé. Mais ça aussi, ça sort aujourd'hui. Et c'est dans la presse. On voulait juste vous prévenir pour que vous soyez au courant, d'accord? Maintenant, Glenn, si tu avais un agent immobilier de New York avec peu d'expérience à Washington, si c'était moi, ou Bill Binney, ou n'importe qui d'autre, on aurait dit « Merci beaucoup, directeur Comey. Veuillez retourner vider votre bureau. Vous êtes viré. On connaît ce tour. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Vous êtes viré. C'est un tour qu'on fait à tout le monde. Juste pour que vous le sachiez. Juste pour que vous le sachiez. Des prostituées à Moscou. Allez, Comey.
Dégagez et ne remettez plus jamais les pieds chez moi. Get out of here, Comey, and don't darken my doorstep again. Instead, Trump convinced Au lieu de cela, Trump, convaincu de ses pouvoirs de persuasion et de sa personnalité magnétique, passe les 2 mois suivants à essayer de rallier Comey à sa cause. Plus tard, Comey, avec Brennan de l'État profond, l'a pratiquement neutralisé pendant ses 4 premières années. Alors, que faire maintenant? Les personnes présentes à l'époque, Kash Patel, aujourd'hui à la tête du FBI, et d'autres qui étaient là, savaient ce qui se passait. Devin Nunes, qui dirigeait la commission du renseignement de la Chambre, est désormais à la tête du conseil consultatif du président sur le renseignement extérieur. Ils ont donc les documents. Les documents existent. La grande presse pourra-t-elle les étouffer ou prétendre les réfuter? Ils essaieront. C'est à nous de jouer, Glenn. Et c'est pourquoi j'apprécie cette occasion de dire tout cela. C'est à nous de faire en sorte que cela n'arrive pas. Mais nous sommes confrontés à un mur parce que les médias traditionnels sont ce qu'ils sont. Et il y a tellement d'intérêts profonds en jeu ici, y compris le président lui-même, le président Obama, qui, si l'on regarde honnêtement les documents et ce qu'il a fait bien avant l'élection, à savoir provoquer cet événement du 7 octobre 2016, qui disait « Les Russes sont piratés ». Les Russes sont piratés. Ils n'avaient aucune preuve. Ils n'avaient pas de rapport de l'unité médico-légale censée trouver les preuves. Obama leur a dit « Allez-y quand même ». Et Johnson a dit plus tard « Eh bien, le président voulait que nous le fassions ». Donc c'était le président du gouvernement, pas seulement moi et pas seulement Clapper. Faut arrêter. Voilà le genre de personnes que nous avions au plus haut niveau de notre gouvernement à cette époque. C'est vraiment étrange que tout cela se soit produit sans véritable opposition. Mais maintenant que beaucoup de choses sont révélées, il est difficile de les réfuter. On dirait aussi que Tulsi Gabbard fait beaucoup d'efforts, surtout contre Obama, pour exiger des comptes. Juste une dernière question. Pensez-vous que quelque chose de positif peut en sortir si nous commençons à faire le ménage dans l'affaire Russiagate? Pensez-vous qu'il soit possible d'inverser un peu la tendance, de rétablir un peu de raison, au moins de réévaluer une partie de notre haine aveugle envers la Russie et les Russes? Et ce serait important de normaliser l'idée qu'on puisse au moins discuter des préoccupations sécuritaires de ses adversaires. The security concerns of your opponents. That's the $64 question, Glenn. C'est la question à 64 000 $, Glenn. Beaucoup de choses dépendent de la réponse. J'ai mentionné l'Irak. Personne n'a été tenu pour responsable. J'ai eu l'idée que la CIA devrait être dissoute, qu'un groupe indépendant de chercheurs devrait servir d'analyste pour la CIA, et que tous les agents d'action clandestine qui renversent des gouvernements devraient être placés sous l'autorité du Pentagone, là où est leur place. Puis je me suis dit, non, même le comité d'évaluation, même les analystes ont été tellement corrompus qu'il vaudrait peut-être mieux tout abolir. Mais ensuite, je me suis dit que c'était peut-être jeter le bébé avec l'eau du bain. Or, l'eau du bain est très très profonde et reçoit tout le financement et tout le reste. Mais malgré tout, la CIA et les analystes de la communauté du renseignement ont maintenu la vérité, selon laquelle l'Iran ne travaillait pas sur une arme nucléaire, qu'ils avaient arrêté à la fin de 2003 et n'avaient pas repris les travaux sur une arme nucléaire. Cela n'a rien à voir avec l'enrichissement. Je veux dire, c'est une arme, d'accord? C'était important. Et Tulsi Gabbard, à son crédit, a réitéré cela en mars dernier, comme cela a été réitéré chaque année. Maintenant, c'est une toute autre histoire, car nous n'avons plus l'AIEA sur ces sites. Mais je me disais, waouh, il reste encore des analystes honnêtes dans la communauté du renseignement, et plus précisément à la CIA. Maintenant, cela me rassure de savoir qu'il y avait des analystes à la CIA qui ont tous défendu l'idée que c'était stupide, injustifié,
qu'il n'y avait aucune preuve d'une quelconque préférence de M. Poutine pour Trump. Au contraire, il y avait beaucoup de preuves que, premièrement, il s'en fichait complètement, ou deuxièmement, il préférait en réalité Hillary Clinton. Mieux vaut le diable que l'on connaît que celui qu'on ne connaît pas. Il y a des preuves. Donc, en résumé, eh bien, il y a encore des gens honnêtes qui font de l'analyse à la CIA. Mon regret, pas un seul d'entre eux, pas un seul, n'a eu le courage de démissionner, d'aller voir la presse, de lancer l'alerte et de dire « Écoutez, voilà ce qui se passe ». Et on peut leur pardonner, parce qu'à qui aurait-il pu s'adresser? Quelle partie de la presse aurait honnêtement raconté leur histoire? Bon sang. Donc, à moins que la vérité ne sorte, et la vérité est maintenant disponible dans des documents. Est-ce que j'ai parlé de mon chauffeur Uber d'hier? Bon, je lui en ai parlé parce que j'ai découvert qu'il avait travaillé comme assistant au Congrès pendant environ 10 ans. D'accord? Je lui ai dit « Hey, tu as entendu parler des documents sur le Russia Gate que Tulsi Gabbard a publiés? » Il a dit « Oui, j'ai lu ça. Qu'en as-tu pensé? » Eh bien, j'ai aussi vu à la télévision hier soir qu'il y avait beaucoup de contre-arguments à ce sujet, que tout cela relevait, vous savez, du genre Trump. Alors j'ai dit, tu veux savoir qui croire? Regarde les documents, bon sang. Regarde les documents. Maintenant, combien de personnes vont vraiment regarder les documents? Un de mes frères m'a envoyé un email aujourd'hui en me demandant « Comment puis-je trouver les documents ?» Eh bien, tu vas sur le site du bureau du directeur du renseignement national et le site contient les documents. Donc oui, c'est pas ce que tout le monde a envie de faire, mais faites-le, bon sang. Et alors tu verras que la preuve est là, sous tes yeux. Il faut faire passer ce message, parce que si Tulsi Gabbard n'arrive pas à amener les responsables à rendre des comptes. Est-ce que je veux que Trump, que Comey et Brennan aillent en prison? Peu importe. Je veux qu'ils rendent des comptes, d'accord? Et s'ils ne rendent pas de comptes, alors on se retrouve avec un nouvel Irak où les gens ne sont pas tenus responsables d'avoir prostitué le processus du renseignement. Et j'utilise ce terme à dessein. Ce n'est pas ce que nous faisions auparavant. Et j'ai tout de même un peu d'espoir grâce à ces personnes honnêtes qui ont maintenant été révélées comme ayant voulu dire la vérité, ainsi qu'à celles qui ont maintenu que l'Iran ne travaillait pas sur une arme nucléaire. Il y a donc un noyau d'honnêteté. J'espère simplement que l'issue de toute cette affaire, Glenn, sera que les gens soient exposés pour ce qu'ils ont fait et que le prochain groupe ne soit pas tenté de faire la même chose parce qu'il se sent tellement exempté ou immunisé contre le fait de devoir rendre des comptes. Eh bien, espérons que ce sera un progrès. Et c'est pour cela que vous voulez de la transparence. C'est pour cela que vous voulez laisser entrer la lumière du jour et demander des comptes aux gens. Au moins, on peut tirer des leçons de cela. Mais les 10 dernières années m'ont rendu très pessimiste quant à notre capacité à apprendre de nos erreurs. Quoi qu'il en soit, Ray, je t'ai déjà pris trop de temps. Alors merci beaucoup d'avoir partagé tes idées. Et aussi, pour ces 10 dernières années, d'avoir réellement résisté au récit médiatique. Ce qui, bien sûr, a aussi un coût social. Un récit dont tu savais qu'il était faux. Merci encore. Au moins, certaines bonnes personnes se lèvent. Et oui, j'espère te revoir bientôt. Merci, Glenn. Merci beaucoup. Thanks, Glenn. Thank you very much.